La querelle du féminisme a fait couler assez d'encre. À présent, elle est à peu près close, n'en parlons plus. Écrivait déjà Simone de Beauvoir au début de l'introduction de son ouvrage « Le deuxième sexe ». Une phrase pour le moins provocatrice, à la vue des 1200 pages écrites sur le sujet par l'auteur. Mais là où réside la subtilité de cette phrase d'accroche, c'est qu'elle qualifie le féminisme comme d'une querelle. Or, c'est sûrement là que réside sa faillibilité, d'avoir cru un jour devenir plus fort en jouant le jeu manichéen d'une bataille frontale entre deux camps opposés. Pourtant, et ce malgré un bon nombre de maladresses et autres fragilités rhétoriques, ce mouvement universaliste, aux nobles ambitions d'égalité, pénètre toujours plus profondément les sphères politiques, économiques et sociales depuis le XIXe siècle. L'ironie de la situation est que les féministes aiment à brandir les nombreuses victoires de leur mouvement tout en jouant le jeu d'une lutte victimaire contre un monstre jamais abattu. Ainsi, d'une femme jusqu'alors représentée dans leur imaginaire comme un simple ventre procréateur et ménagère à ses heures perdues, devient citoyenne, et plus encore une compagne de civilisation, une congénère en humanité. Membre à part entière de la cité, de nouveaux corps de métier s'offrent progressivement à elle, la délivrant dès lors de la prétendue domination patriarcale d'un mari, pour finalement l'assujettir aux intérêts capitalistes d'un patron. Elle gagne le droit de vote en France le 21 avril 1944 et plus tard se fera une place dans les différentes strates culturelles, sportives et politiques. La femme se serait dès lors libérée de son fardeau existentiel de femme femelle et de femme mère pour s'accomplir dès lors comme femme individu. Ce qui lui reste à cette femme individu, on se préserve bien de le définir clairement. Au mieux peuvent-elles prétendre mettre en exergue leur fameuse personnalité ou leur talent, une somme de qualités égotiques qui nourrissent davantage les névroses nombrilistes que le vivre ensemble. Oui, car lorsque l'on se coupe de sa nature biologique et sociale, on se désubstantive, on se vide de toute consistance ontologique, on se prive d'une partie de son âme. La nature, ayant horreur du vide, ces femmes individus n'ont d'autre choix que de se remplir et de se faire remplir. Remplir d'abord de biens matériels, axés sur le paraître et l'expression d'une identité choisie. Quand certaines aiment à saigner leur carte bancaire pour s'acheter des vêtements aux marques bien lisibles, exprimant un pouvoir d'achat qu'elles n'auront jamais, d'autres au contraire se distingueront dans un style vestimentaire clochardesque, complètement absurde et dégenré, en contestation des valeurs de beau et d'élégance, jugées bien sûr trop patriarcales. Creuse et pénétrable, la femme individu aime se remplir de combats et opinions prêtes à penser. Elle les avale et recrache sans digestion aucune, s'émeut sur demande devant ce que les algorithmes voudront bien lui montrer, sans jamais se demander pourquoi ce sont ces images qui lui apparaissent et non pas d'autres. La femme individu veut aussi se faire remplir de reconnaissance et d'attention. Telle une marquise, obsédée par son image et à ce qu'on penserait d'elle après la mise en ligne d'une photo de son cul sur Instagram, elle veut être vénérée, nourrie de likes et d'approbation. Voilà ce qu'il reste de la femme individu aujourd'hui. Un être vide et superficiel qui tend même à perdre les derniers remparts de sa propre féminité. Car le féminisme se conjugue de plus en plus mal avec les standards de la féminité, qu'il juge oppressants. Prendre soin de soi, se coiffer, se maquiller, s'habiller coquettement, s'épiler, garder la ligne, voilà bien des injonctions patriarcales et liberticides dont il faudrait s'émanciper pour redevenir les heureuses maîtresses de nos corps et de nos vies. Mais aujourd'hui, le féminisme ne défend plus seulement les femmes. Il est devenu cet hydre de Lerne, un monstre à plusieurs têtes, plusieurs visages, hybridant tous les combats progressistes entre eux. Cheval de Troie de toutes les revendications de minorité en proie au chagrin de la sous-représentativité, il n'hésite pas à mettre dans le même panier des causes idéologiquement contradictoires, comme la défense d'une communauté extrêmement patriarcale et suprémaciste, au simple prétexte qu'elle est racisée. Savent-elles seulement qu'un Adama Traoré, par exemple, pour lequel elles ont fièrement brandi le drapeau Black Lives Matter, aurait été le premier les fustiger de sale pute pour une jupe portée au-dessus des genoux ? Encore une belle erreur du féminisme, celle d'avoir eu la prétention de défendre simultanément les femmes et toutes les petites communautés, elles-mêmes trop vaniteuses pour s'agréger dans un seul et même monde. Chaque petit échantillon un peu singulier, un peu dissemblable ne se reconnaissant pas dans la masse majoritaire dans laquelle il est prélevé, se sent insulté et opprimé par ce groupe avec lequel il ne parvient pas à se confondre. Une oppression qui serait finalement moins une réalité qu'un ressenti psychologique de la minorité, qui tiraillait entre sa différence marginale et son besoin social d'intégration,
éprouvent un malaise, un manque de reconnaissance. Il n'est pas là question d'une reconnaissance comme remerciement après avoir agi dans l'intérêt d'un groupe, ça on s'en doute, bien sûr, mais plutôt d'une reconnaissance comme considération pour ce que l'on est, dans son ego, dans sa différence. C'est d'ailleurs Axel Honneth qui théorise le concept de reconnaissance comme élément inséparable d'une lutte pour la construction de son rapport à soi-même, au prisme d'un égard extérieur et approbateur. Hegel également mettait déjà en lumière une succession de luttes réelles ou symboliques dans lesquelles l'individu ne cherche pas tant à supprimer ou à abaisser son adversaire qu'à être reconnu par lui dans son individualité. Sauf que cette soif de reconnaissance annihile les possibilités d'unité. Or, l'unité n'est pas nécessairement l'antonyme de la multiplicité et de la diversité, au contraire, le peuple est une unité fondamentalement constituée de multiplicité et de diversité. Mais une diversité lissée au nom de valeurs morales communes, comme la nation, la famille ou Dieu. C'est ce qu'on appelle une communauté, et à plus grande échelle une société, qui est simultanément une et multiple. Mais l'idéologie woke renverse ce processus en éclatant l'unité au profit des diversités. Ce qui compte n'est plus le tout ou le vivre ensemble, mais le confort mental de quelques égos écorchés de ne pas se voir suffisamment représentés dans toutes les strates de la sphère publique. Et le brave chevalier servant que représente le féminisme woke est là pour vous servir. Il arrive au galop vous apporter cette considération dont vous avez besoin pour vous sentir exister. On pourrait également causer de l'effondrement des genres et des différences fondamentales entre les hommes et les femmes. L'idéologie que ce mouvement représente pousse l'humain vers un déconstructivisme nauséabond de sa nature et de sa destinée. Mâles et femelles ne doivent désormais plus exister. Seuls des individus génériques sont autorisés dans cette parfaite communauté d'homo economicus, aussi fragmentée qu'aseptisée. Vous pouvez hypostasier n'importe quel fantasme en identité de genre réel. Agenrés, transgenres, pansexuels, xénogenrés, soyez homme le matin, femme le midi et théière le soir. Tout est possible et tout doit être accepté, respecté même, vénéré par les derniers représentants de la cis-normativité. L'homme cis, d'ailleurs, ce monstre sanguinaire, générateur de guerre et de souffrance, violeur à ses heures perdues, doit déconstruire tout ce qui ontologiquement fait de lui un homme. La virilité est devenue une insulte, un synonyme de violent, sexiste, macho, mégalo, bref, vous l'aurez compris, toutes les qualités du parfait connard oppresseur. Ainsi, l'homme n'a pas d'autre choix que de s'informer, s'éduquer et surtout se repentir de ses privilèges et de sa fameuse masculinité toxique. Tel est le prix à payer pour qu'il puisse prétendre au noble titre d'allié à la lutte. Par conséquent, les hommes n'auraient d'autre choix que d'être soit fiers de leur masculinité, et donc reconnaître d'être des misogynes, sexistes, machistes, racistes et homophobes, soit devenir les paillassons de la bien-pensance absolue, repentants et soumis à toutes les revendications capricieuses de n'importe quelle femme du monde. Les grandes figures actuelles, comme Pauline Armange, auteure du livre « Moi, les hommes, je les déteste », sympa le titre, Alice Coffin, le génie lesbien, et leurs suiveuses représentent cette veine malade de la misandrie systématique. La plupart des personnes qui les repartagent sont des adolescentes qui, par ce biais, s'identifient à un combat bien pensant pour revendiquer leur propre humanisme, renforçant et propageant cette tuméfaction maligne du féminisme d'aujourd'hui. La déconstruction du genre va de pair avec la destruction de l'union naturelle entre un homme et une femme. Aujourd'hui, l'hétérosexualité ne peut plus être énoncée comme la norme biologique. Et d'ailleurs, en bons marxistes qu'ils sont, la nature n'existe pas aux yeux des féministes woke. Tout est la résultante d'une construction sociale. Dire que l'homme et la femme doivent se compléter, s'accomplir dans leur union et descendance est devenu l'apanage d'un discours conservateur et homophobe. Pourrait-on dès lors dire que la quasi-totalité du monde vivant, du criquet jusqu'aux éléphants, est un groupuscule tout phobe d'extrême droite ? Nous n'en sommes plus très loin déjà. En tout cas, la société de consommation renforce cette idéologie à travers les produits et publicités qu'elle propose. Le plus risible étant ces films et séries qui rassemblent toutes les communautés possibles et inimaginables, sans aucun intérêt intradiégétique, frôlant même parfois, si ce n'est complètement, l'incohérence et le ridicule. De cette manière, nous assistons à une montée en puissance des groupes LGBTQIA+, qui voient dans leur sexualité le télos même de leur existence. Au nom de cette dernière, ils iront jusqu'à s'ameuter entre eux dans des parades, se créeront des drapeaux qu'ils porteraient avec bien plus d'amour et de fierté que celui de leur propre pays.
Ils refusent d'être stigmatisés quand dans un même moment ils se travestissent sur les plateaux télé, se dévêtissent sur des chars lors de leur manifestation et se victimisent au moindre atome de remise en question sur la finalité pratique de leur mouvement. Pourquoi d'ailleurs faut-il que la majorité des homosexuels copient ce qu'il y a de plus détestable chez le sexe opposé ? La plupart des gays imitent le maniérisme extravagant et superficiel des femmes et les lesbiennes la maladresse bourrine et grossièreté des hommes. Pourquoi ? Quitte à être dans un entre-deux, ce qui est très beau et poétique d'ailleurs, battez-vous au moins pour être le produit de ce qu'il y a de meilleur chez l'un et chez l'autre. Mais se battre pour la transcendance est devenu obsolète. S'apprivoiser, se dompter, dresser ses émotions, sa susceptibilité adolescente et ses démons, voilà bien une quête que peu d'entre nous continuent de mener. À l'ère de l'autosatisfaction et de la déresponsabilisation systématique, chacun se voit en paix avec sa propre médiocrité intérieure, la revendiquant même parfois comme un modèle à suivre. Le fameux body positive en est un bel exemple. Pour finir, je relèverai cette petite cerise sur le gâteau de l'hypocrisie en rappelant que si les féministes prônent l'égalité, l'humanisme et la paix universelle, elles sont les premières à boire leur café chez Starbucks, se faire QR-coder l'identité ou manger leur sandwich dans les pires chaînes de fast-food, car la dernière publicité montrait un camailleux de femmes colorées, heureuses de dévorer leur menu Maxi King. Elles sont souvent les plus actives sur les réseaux sociaux, insultent les malheureux qui osent prendre l'avion quand leur déferlante de commentaires rageux émettent 2 fois plus de CO2 que le secteur civil aérien. Elles veulent émanciper la femme de son statut de ventre procréateur, mais défendent dans un même moment la GPA afin que des couples homosexuels puissent s'acheter une progéniture. Elles prétendent vouloir protéger les femmes de la violence physique et verbale et dansent pourtant sur les musiques de barbares en boîte de nuit, toujours plus dégradantes pour la condition féminine. À croire que la bien-pensance commence là où la pensée s'arrête.